Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qu'est vraiment le pouvoir, en se basant directement sur les sources pour en comprendre tous les rouages. Alors, notre parcours va se faire en entonnoir. On va partir du très large, l'équilibre mondial du pouvoir, pour ensuite zoomer sur les idées, les idéologies qui animent tout ça. Et on terminera avec du très concret, un cas d'étude sur la Belgique pour voir comment, sur le terrain, on conquiert le pouvoir. Allez, c'est parti pour la première section. On va s'attaquer aux énormes, aux monumentaux changements géopolitiques qui ont secoué le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'on lit dans les sources, c'est assez clair. On vit un vrai tournant historique. L'ordre mondial est en pleine refonte. Fini le temps de la domination unique qui a suivi la guerre froide. Cette frise, elle est parfaite pour visualiser le truc. On voit bien la progression. D'abord, un monde coupé en deux, le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest, la fameuse guerre froide. Ensuite, hop, une courte période où les États-Unis semblaient être les seuls maîtres à bord. Et maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, avec plusieurs grands joueurs qui se partagent le gâteau. Et là, ce graphique, il met un chiffre sur ce qu'on vient de dire. C'est ça qui est frappant. La puissance économique des BRICS et de leurs alliés, elle pèse maintenant autant que celle du bon vieux G7. On est à 30% partout. C'est un équilibre des forces complètement nouveau. Voilà, le mot-clé c'est ça, multipolarité. On vit dans un monde avec plusieurs pôles de pouvoir. Plus personne ne peut dicter sa loi tout seul. La conséquence directe, évidemment, c'est que se mettre d'accord au niveau mondial, ça devient un sacré casse-tête. Bon, maintenant qu'on a vu qui sont les acteurs sur la scène mondiale, on va s'intéresser au pourquoi. Quelles sont les idées, les grandes familles de pensée qui animent ces pouvoirs? Comment est-ce qu'on envisage de l'utiliser, ce pouvoir? Ok, donc à la base, la gauche, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de vouloir réduire les inégalités sociales, de donner plus de pouvoir aux classes populaires. Ça, c'est le tronc commun. Mais attention, parce que derrière ce principe, on va voir qu'il y a un éventail d'idées hyper large, avec des visions parfois totalement opposées. Ce tableau, il résume tout parfaitement. La vraie ligne de fracture, le point qui divise toutes ces gauches, c'est leur rapport au capitalisme. D'un côté, on a ceux qui veulent juste le réparer, l'encadrer, avec un État-providence fort, comme la social-démocratie. Et à l'autre bout du spectre, on a ceux qui veulent carrément le remplacer, le renverser. C'est là toute la différence. Bon, à cette théorie, maintenant, on va mettre les mains dans le cambouis. On va voir comment tout ça s'applique dans un vrai pays, un vrai laboratoire politique, la Belgique. Alors, la question est posée. Comment est-ce que ces grandes théories, ces idéologies, se traduisent concrètement sur le terrain? Pour le comprendre, on va disséquer le système belge. Et pour comprendre la Belgique, il faut commencer par ce chiffre. Regardez bien, 60%. C'est le taux de syndicalisation. C'est juste énorme, et ça change tout. Ça veut dire que les syndicats, les partenaires sociaux, comme on les appelle, ont un pouvoir institutionnel colossal. Et ce pouvoir des syndicats, il s'inscrit dans un truc très belge qu'on appelle la pilarisation. En gros, historiquement, la société était divisée en grands blocs, catholiques, socialistes, libéral. Et chaque bloc avait tout, son parti, son syndicat, sa mutuelle. Ça a créé une culture du compromis, de la négociation permanente entre ces grandes familles. C'est vraiment la clé pour comprendre le pays. Ok, le système est complexe. Mais alors, comment on fait pour gravir les échelons là-dedans? Comment on arrive au sommet? Eh bien, les sources qu'on a analysées nous donnent une feuille de route incroyablement détaillée, presque un mode d'emploi. Et la voilà, cette feuille de route. C'est un plan sur 10 ans, un vrai marathon. Alors accrochez-vous, on va décortiquer ce parcours du combattant étape par étape. Et la première chose à noter, c'est que ça ne commence pas sur une grande scène avec un micro. Non. Les 2 premières années, c'est du travail de l'ombre. Il faut choisir son camp, rejoindre les jeunes d'un parti, bosser ses compétences, devenir bilingue, c'est essentiel. Et surtout, réseauter. L'objectif, se faire entre 200 et 300 contacts utiles. Et évidemment, tout ça, ça a un coût. C'est le premier ticket d'entrée. Avant de voir le moindre centime d'argent public ou du parti, il faut mettre la main à la poche. On parle d'un budget personnel de 5 000 à 20 000 euros juste pour les 2 premières années, pour payer les cotisations, les verres, les événements, bref, pour construire son réseau. Et ça, ce n'est que le début. Une fois qu'on vise une première élection, même juste au niveau de sa commune, les chiffres s'envolent. Là, il faut prévoir un budget de campagne qui peut aller de 20 000 à 50 000 euros. Et pour le grand saut, pour viser un poste de député régional ou fédéral, là, on change complètement de dimension. Le budget explose, entre 100 000 et parfois même 1 million d'euros. À ce niveau-là, c'est impossible sans le soutien massif du parti et une vraie machine de collecte de fonds. Voilà pour le parcours officiel, celui qu'on peut lire. Mais en politique, il y a aussi et surtout ce qui n'est écrit nulle part. On va maintenant s'intéresser aux règles cachées du jeu, aux structures officieuses qui décident vraiment de tout. Et en Belgique, l'endroit où se trouve ce pouvoir caché a un nom, le Cairn. Ce n'est écrit dans aucune constitution, c'est un cabinet super restreint avec le Premier ministre et ses principaux vice-premiers. C'est là, loin des caméras, que les décisions les plus importantes sont vraiment prises. C'est le cœur du réacteur, mais un réacteur totalement informel. Parce que oui, on peut monter très haut,
Mais on peut aussi tomber de très très haut. Et cette image, elle montre l'autre côté de la médaille. Le parcours ascendant, c'est bien beau, mais le chemin est aussi semé d'embûches qui peuvent tout anéantir en un instant. Et voici la liste des game over politiques. Une affaire de corruption, bien sûr, mais aussi des choses plus subtiles. Une grosse bourde linguistique, ça ne pardonne pas. Une trahison politique, c'est la mort assurée. Un mensonge qui éclate au grand jour. Bref, la liste est longue, et un seul faux pas peut vous rayer de la carte. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Quand on voit cette complexité, ce mélange de règles officielles et de lieux de pouvoir secrets, est-ce que la transparence en politique, c'est un objectif qu'on peut vraiment atteindre, ou est-ce que par nature, le pouvoir aura toujours besoin de ces zones d'ombre pour fonctionner ? C'est sur cette interrogation qu'on va se quitter.